Créer une extension Chrome, développer un plugin WordPress, monter une petite application, toutes ces idées vous trottent dans la tête, mais il y a un mur, le code. Et si je vous disais que ce mur est en train de s'effondrer? Et si on pouvait simplement décrire une fonctionnalité en français ou en anglais et laisser une IA écrire le code propre et fonctionnel pour nous? Bonjour à tous, ici Feu dans vos oreilles et aujourd'hui je vous présente le guide ultime pour no coder, vos propres applications grâce à un outil qui s'intègre directement dans VS Code, Cline. On va voir ensemble comment l'installer, le configurer avec les modèles IA de votre choix et surtout comment l'utiliser pour passer de l'idée au code en quelques minutes. Vous n'êtes plus limité par vos compétences mais uniquement par votre imagination. On plonge dedans tout de suite. Donc comme je l'ai dit en début de vidéo, vous pouvez commencer à installer VS Code. VS Code qui va nous permettre en fait de modifier soi-même le code. Ne vous inquiétez pas si vous ne savez pas trop coder, vous n'avez pas besoin forcément de l'utiliser, c'est simplement pour voir qu'est-ce que fait l'IA et surtout interagir avec. Une fois que c'est fait, je vous recommande du coup d'installer les différentes extensions que je vais vous donner. Donc vous avez une barre juste ici, donc le barre des icônes, vous pouvez cliquer sur extension, donc là vous n'aurez pas Cline, donc qui va être bien pratique. On va dans extension, on tape directement en fait la extension qu'on veut et moi ce que je vous conseille d'installer avant d'installer Cline, ça va être Styled Colors qui va nous permettre en fait de voir le CSS coloré, c'est un peu plus impactant justement pour savoir quel type de code on va pouvoir voir, et le Prettier qui permet en fait de formater le code sous différents formats sans que vous ayez besoin de le faire à la mano. Ça c'est plus pour moi, pour un peu les personnes qui low-code et qui ne no-code pas, mais c'est assez pratique. Et bien sûr pour terminer Cline qui va du coup nous faire l'interface en fait entre vous et l'IA que vous allez utiliser. Je vais décrire un petit peu comment ça fonctionne et comment vous pouvez l'utiliser bien proprement. Avant de commencer avec Cline, vous allez déjà créer en fait une idée dans un bloc-notes, quelque chose que vous pouvez du coup écrire, n'importe lequel, et vous allez écrire en fait votre idée. Cette idée, elle doit comporter du coup plusieurs choses. Déjà, le langage informatique. Si vous ne savez pas, attendez un petit peu, je vais expliquer un petit peu en détail. Ensuite, qu'est-ce que votre application, votre idée permet de faire précisément? Ça, c'est important justement pour que l'IA le sache de la meilleure des manières pour que votre compréhension, votre logique soit claire. Pareil qu'un humain ou une personne, l'IA en fait a une certaine compréhension de ce que vous allez lui dire. Donc si vous dites qu'il permet de télécharger ceci ou de faire cela, il faut bien que vous expliquiez en fait comme un stagiaire classiquement qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce que l'utilisateur peut faire. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment essentiel et une fois que l'IA aura compris ce que vous souhaitez faire, ça ira tout de suite mieux après. Second point aussi qui est très important, ça va être aussi de lui donner un langage de code. Moi ce que je vous conseille c'est 3 langages de code différents et 3 formats de type différents qui vont s'afficher à votre écran. Ça va être le Python, donc le Python qui va plutôt s'exécuter sur votre PC ou sur votre Mac, donc ça va être plutôt une application ou un programme qui s'exécute localement, c'est-à-dire sur votre ordinateur ou sur votre Mac. Le deuxième chose c'est l'HTML, le CSS ainsi que le JS, donc ça c'est pour faire page web statique ou alors des choses un peu différentes. Donc là on veut, mettons, un site web statique qui ne bougera pas sur le long terme. Et la troisième option ça va être le Node.js qui est, on va dire, le langage le plus répandu pour faire des choses dynamiques, soit des sites web dynamiques, soit des applications en local ou plutôt sur serveur, donc en dehors lorsque vous l'hébergez, et ça va être un peu la chose la plus malléable que vous allez avoir, mais aussi la plus complexe. Par ailleurs, si vous souhaitez avoir une base de données, si votre utilisateur souhaite créer un compte, etc., il faudra bien sûr le donner à l'IA et ça sera un peu plus sorcier que la vidéo que je vais vous montrer. Restez bien à l'écoute, mais vous pourrez très bien le faire. Il faudra bien sûr inclure une base de données. Donc soit ça passe par le Node.js avec des choses comme MongoDB, soit vous pouvez aussi utiliser SQL. Ça sera à vous de voir. D'ailleurs, n'hésitez pas à demander à l'IA comment ça fonctionne lorsque vous ne savez pas comment ça fonctionne, bien sûr. Dans l'exemple que je vais vous proposer, on va partir aussi d'un constat simple. On va créer une extension WordPress qui va nous permettre de faire quelque chose de réaliste. Pour cela, ce que je vais faire, c'est la meilleure des choses à faire, c'est une fois que vous avez créé votre extension, c'est après directement de l'uploader sur un WordPress. Pour ça, on a plusieurs options qu'on va voir en détail. Alors déjà l'interface. L'interface de Cline se décompose en plusieurs paramètres. Donc vous avez tout en haut les options. Donc vous avez bien sûr les MCP, vous avez votre historique et vous avez aussi les paramètres. Nous, ce qui va nous intéresser au début, ça va être les auto-approve. Alors les auto-approve, c'est pas très compliqué. C'est ce qui va nous permettre en fait de autoriser ou de désactiver les autorisations de l'IA. Par exemple, l'IA pourra lire des fichiers.
l'IA pourra éditer votre projet. Tout ça, il pourra le faire quand même si vous décochez la case. Simplement, il vous demandera à chaque fois que vous souhaitez justement ou qu'il souhaitera modifier ou faire l'utilisation requise de cette to-do list. Par ailleurs, moi ce que je vous conseille, c'est de mettre à 1000 requests, un max request, pour vous permettre que justement vous puissiez surveiller en fait l'IA, qu'elle ne fasse pas de bêtises. Si par exemple elle modifie trop de fichiers ou des fichiers qui ne sont pas correspondants à votre souhait. Une fois que vous avez coché les cases que vous souhaitez, donc moi je vous conseille de cocher uniquement les cases que j'ai déjà pré-cochées. Voilà, il peut même par ailleurs naviguer sur votre navigateur, ça peut être pratique ça. Une fois que vous avez fait ça, vous allez dans Paramètres et c'est là que la magie va s'opérer. Là, ici, il faut savoir que vous allez utiliser en fait une API. Une API, c'est simplement en fait une clé que vous allez rentrer juste ici. Moi, j'utilise par exemple le fournisseur OpenRouter et cette API en fait va nous permettre de nous connecter au modèle que l'on souhaite. Donc là, par exemple, le modèle c'est Claude Sonnet 4.5, mais ça pourrait être tout autre. Si par exemple je veux un GPT, j'ai juste à taper GPT et voici toute la liste des GPT, bien sûr, qui se trouvent dans mon fournisseur. Bien sûr, si votre fournisseur ne propose pas le modèle, vous ne l'aurez pas dans la liste. Si par exemple, je change pour Gemini, voilà, j'aurai que des Gemini dans mon modèle, bien sûr, ce qui est logique. Et par ailleurs, il faudra rentrer votre clé API. Donc ça, c'est pas très compliqué. Vous vous rendez sur le site en question, vous cliquez en cliquant sur le lien juste ici et vous rentrez votre modèle. Pour ce qui est des modèles que vous souhaiteriez, ce que je vous conseille, moi, c'est du Claude Sonnet 4.5. Alors, je sais qu'il coûte cher, mais c'est le plus performant actuellement et le plus puissant. Vous avez aussi, quand j'en avais parlé dans une précédente vidéo, du Kimika 2. Donc, vous prenez toujours la version supérieure. Donc, ça va être celle-ci, celle en fait avec le plus gros nombre à la fin du dernier tiret. Vous avez aussi du GLM. GLM, ça va être plus Python et HTML. Et vous avez aussi des modèles gratuits lorsque vous tapez. Pour ce qui est des modèles gratuits, vous avez du Qwen 3, donc le modèle chinois qui est en gratuit, qui est pas trop mal. Et vous avez aussi Minimax actuellement, ou qui est vraiment bien. Par ailleurs, vous avez Kimika 2 en free aussi, mais je ne vous le conseille pas puisque il est assez lourd à prendre en compte. J'en avais parlé dans une précédente vidéo, mais vous avez aussi Grok juste ici. Donc vous avez en Kimika 2 à 500 tokens par seconde, donc c'est vraiment très rapide. Il est un peu plus cher que sur OpenRouter. Vous avez aussi du GPT OSS. Alors je ne vous conseille pas forcément pour du code, mais il est très rapide. Si vous souhaitez simplement faire des pages HTML en bulk, très faisable de faire ça. Donc vous pouvez l'utiliser comme ça. Alors pour ce qui est des modèles, ils n'ont pas tous les mêmes performances, comme je l'ai dit, et ils n'ont pas tous les mêmes capacités. Si je prends par exemple OpenRouter, c'est pour ça que je disais qu'il fallait avoir OpenRouter, parce que vous avez tous les modèles généralement dessus, vous avez simplement à rentrer des crédits dessus. Et on peut voir juste ici que vous avez le support d'image, donc vous pouvez uploader directement sur l'interface des images. Il a le support browser use, donc il peut aller regarder ce qu'il y a sur le browser, sur votre navigateur directement. Et il a le prompt caching. Le prompt caching, ça va être de mémoriser certains paramètres que vous lui avez donnés précédemment par rapport à son historique. Selon ce que vous souhaitez faire du coup comme projet, il sera plus ou moins nécessaire du coup d'utiliser ces différentes options. Par exemple, si je prends GPT-5, il me semble pas qu'il ait toutes les options justement sur comme Claude 4.5. Vous voyez, il n'a pas le support catching qui est nécessaire parfois lorsque vous demandez des choses assez régulièrement. Pour ce qui est du raisonnement, il y a certains modèles qui n'arrivent pas à raisonner. Pour cela, en fait, selon le nombre de tokens que vous avez sur votre modèle, donc il y a des modèles qui ont 200K de tokens, il y en a qui ont 100, il y en a qui ont 1 million. Le fait qu'ils aient un fort taux de contexte fait qu'ils peuvent gérer beaucoup plus de data sans devoir refaire en fait une nouvelle conversation, et ça peut vous justement libérer beaucoup plus de paramètres. Donc toujours prendre des modèles avec au moins 200K de contexte, ça vous permet en fait de faire une seule discussion et comme ça il n'oublie pas en fait les choses que il a fait précédemment. On en vient du coup au raisonnement. Alors le raisonnement justement ça vient après avec du contexte de token. Si votre modèle de modèle classique d'IA ne raisonne pas, vous pouvez en fait cocher la case Enable Thinking. Cette case va en fait permettre de allouer un certain nombre de tokens qui permet en fait de raisonner à la propre IA. Donc c'est une fonctionnalité que Klein a proposé du coup pour des modèles qui sont soit trop petits, soit qui permettent peu
en fait de raisonner, et ça permet de pallier à ça par leur performance, parce qu'il y a certains petits modèles qui sont très performants mais qui n'arrivent pas à raisonner justement sur ce genre de choses. Une fois que vos paramètres sont terminés, vous n'avez plus qu'à cliquer sur Done. Alors il y a certains autres paramètres qui peuvent être intéressants, mais je laisse ça du coup, on va rester simple pour le moment. Vous n'avez juste à remplir que ces paramètres là, et après vous cliquez sur Done tout en haut. Donc juste ici, alors vous pouvez un peu plus insérer. N'oubliez pas que dans Explorer de mettre un dossier, donc vous allouez en fait un dossier, vous cliquez sur File, Folder et vous créez un dossier pour chacun de vos projets, et c'est ce dossier uniquement que l'IA en fait va utiliser pour créer les différents fichiers. Donc on retourne ici, on sélectionne du coup notre modèle. Je vais prendre moi Grog Codefast qui est bien justement, je trouve, pour faire des extensions. Je lui alloue, on va dire 2500 tokens à peu près, voilà, et on est parti. On a juste à en fait remplir tout ce qu'on souhaite. Par ailleurs, il a le prompt caching, mais il n'a pas le support image, donc je ne peux pas en fait lui donner des images juste ici, si je veux lui donner par exemple des exemples de design que je souhaiterais approcher. Voilà, donc j'ai créé mon prompt, alors je vais le décortiquer avec vous pour que ce soit un peu plus simple. Créez-moi une extension WordPress dont le but va être de faire des redirections de pages. Construire quelque chose de simple, mais ça peut être aussi beaucoup plus complexe, ça dépend en fait de la structure que vous souhaitez lui donner. Donc on donne déjà le fait que c'est une extension WordPress, donc ça va être principalement code de WordPress, donc ça c'est vraiment important de lui donner, sinon il va partir dans tous les sens. Dont le but va être de faire des redirections de pages, donc là on lui donne l'objectif principal de notre extension WordPress que l'on souhaite créer, et après on lui détaille en fait qu'est-ce que cette extension a, est-ce qu'elle a une interface sur le back-end ou le front-end. Donc le back-end ça va être l'arrière pour les admins, ou le front-end ça va être en vitrine pour les visiteurs. Donc là ça sera en back-end parce que c'est les admins qui vont gérer un petit peu les redirections, et les redirections c'est simplement de rediriger un visiteur sur une page précise. Donc on dit cette extension a une interface dans le back-end pour les admins qui permet d'ajouter avec une case et une page de destination pour rediriger tous les utilisateurs sur une page de destination. Je pourrais très bien l'écrire en anglais, d'ailleurs ce que je vous conseille c'est d'écrire vos prompts en anglais. Pour l'exemple, je vais rester en français pour les francophones. Donc là, hop, on vérifie bien qu'on a le bon modèle. D'ailleurs, vous pouvez switcher en fait entre différents modèles. Je vais expliquer après entre le mode plan et le mode acte. Donc là, on clique sur où on peut faire entrer aussi, ça fonctionne bel et bien. Et là, comme vous pouvez le voir, on est sur le plan mode. Alors le plan mode, ça sert simplement à planifier. C'est une mise à jour assez récente de Klein. Et le plan mode, en fait, le principe, c'est qu'il va en fait dire, voilà, précisément qu'est-ce qu'il va faire avant d'agir. Donc en fait, selon les différentes propriétés qu'il a fait, voilà, donc il va faire ça, il va faire ça, il va faire ça. Vous pouvez vous-même, avant en fait qu'il fasse ces options lui-même, lui dire bah voilà, je veux que ça soit comme ça, je veux que ça soit comme ça, ah non, t'as mal corrigé, donc je veux que ça soit comme ça, et on va pouvoir regarder en détail. Donc là, il nous donne la structure en fait du node plugin, donc pour installer, pour rediriger, etc., etc. On voit que ça reste assez correct. Il va créer une table, une database table dans notre WordPress, donc ça c'est normal puisque en fait notre WordPress a déjà une base de données, une table de données, et il va utiliser en fait le WordPress listable pour rediriger du coup le management. Donc, ça reste une extension très très simple, c'est juste pour vous montrer. Donc là en fait, si je ne veux pas modifier en fait le prompt, le pré-prompt on va dire qu'il m'a exécuté, je peux très bien lui dire bah voilà, corrige-moi ça en anglais ou en français, et il va le faire. Bon là je vois que c'est proprement correct, donc là en fait j'ai plus qu'à cliquer sur Act, et en fait il va me faire, ça va être magique, il va me faire directement en fait les petites options. Alors selon les différents paramètres que vous avez, voilà, il est en train de créer différentes options. Donc là il fait le code, donc là comme j'avais dit, le plugin name feu direct, l'auteur feu direct, voilà, parfait. Et là on est en train de me créer les tables. Alors lorsque vous cliquez sur Explorer, vous pouvez aller directement regarder en fait ce qu'il fait. Donc là vous avez trois interfaces différentes. Donc vous avez le terminal, donc il peut très bien aussi l'utiliser. Donc là il nous a fait un dossier, pardon. De ces dossiers, voilà, il nous a créé des fichiers. Et en fait de ces fichiers, en fait au fur et à mesure, il construit un petit peu l'infrastructure qu'il a donnée en fait. On pourrait d'ailleurs lui donner, on va dire en restriction, de ne pas créer en fait les dossiers avec le terminal. Ça peut être une obligation. Ça dépend après des modèles qui sont été préétablis, mais c'est bien pratique. Donc une fois qu'il affiche du coup un texte vert, c'est qu'il a complété sa tâche, donc il a vraiment fini totalement. Ça a duré vraiment une trentaine de secondes. Je sais que
Grok Codefast est très rapide. Donc là, on peut fermer un petit peu tout les paramètres. Et là, en fait, je vais simplement dans Feuille Direct empaqueter directement l'interface pour la mettre et vérifier sur mon WordPress. Alors, il faut savoir que WordPress propose un playground, donc un univers, on va dire, de travail, de test, d'environnement, qui est totalement gratuit et que vous pouvez directement utiliser pour faire vos tests et ne pas empiéter sur la database de vos propres WordPress. Ça s'appelle playground.wordpress.net et je vous mets dans le lien de la description. Donc une fois qu'on s'y trouve, en fait, on peut directement gérer un WordPress neuf, un WordPress vierge, aller dans Plugin, donc là, bien sûr, il est en anglais, cliquez sur Add Plugin et là, on va directement, en fait, uploader notre fichier d'extension qui est bien sûr compressé en zip. Voilà, le Feuille Direct. Donc voilà, il a bien fonctionné. On voit qu'il n'y a pas eu d'erreur. On active directement le plugin. Voilà, et il va se retrouver en fait sur notre interface. Voilà, le Feuille Direct et il nous a bien fait la redirection. Donc là, en termes d'interface, c'est assez simple. Voilà, il nous a complètement respecté en fait ce qu'on souhaitait faire. On va le tester. Donc imaginons qu'on aille source ici et on va mettre mettons google.com. On peut bien sûr utiliser une regex, on va pas l'activer cette option. On clique sur ajouter la redirection. Voilà, donc la redirection a bien été faite, enfin elle a bien été créée. On peut la désactiver ou la supprimer. Super, bah c'est impeccable. Et là du coup quand je mets /WordPress, donc je vais me rendre sur l'interface du WordPress, voilà, et que je vais mettre source. Pour un second projet, j'ai décidé de réaliser un jeu de bataille navale. Ça peut paraître assez simple, mais il faut quand même le décrire à l'IA, quelle interface on veut, sur quoi on veut, quel langage de code informatique on veut. Donc tout cela, je l'ai en fait concaténé dans un seul prompt que vous allez voir hop, juste ici et que j'ai mis en français. Je vous conseille par ailleurs, je viens bien de le rappeler, mais de mettre votre prompt en anglais, ce qui est beaucoup plus pratique et beaucoup plus compréhensif par l'IA vu que le texte sur internet est beaucoup plus en anglais. Donc créez-moi un jeu de bataille navale en HTML CSS, donc ça c'est le langage de code, dont le but va être de jouer contre l'IA. Les règles sont exactement les mêmes que les bases classiques de la bataille navale. L'ennemi est une IA dont le but est de jouer contre le joueur, une grille pour elle et une grille pour le joueur, avec un style un peu rétro. Donc ça c'est le style on va dire de ce qu'on a dit. N'oubliez pas justement aussi de mettre JavaScript. On veut HTML, CSS, JavaScript puisqu'on peut pas faire exactement un jeu que en HTML. Un bouton doit servir à redémarrer la partie et les parties peuvent s'enchaîner avec le fait de compter le score pour le joueur ou pour l'IA. Donc il y a beaucoup, on va dire entre parenthèses, d'aléatoire sur le fait que en fait les paramètres vont être un petit peu différents, c'est-à-dire que mon prompt est assez flou, je ne donne pas en fait des choses précises et je vous invite du coup à quand même le faire. Là c'est juste pour montrer que ça peut arriver justement qu'il y ait des débordements par rapport à ça. Pour ce faire, je vais utiliser du coup Claude. Donc là on était sur Minimax Free, sauf pour la correction du coup de notre code. Et là on va repasser directement sur Claude Sonnet. Et là, comme vous voyez, je peux en fait mettre une image, donc directement juste ici dans Add File, qui va me permettre en fait de lui donner par exemple un design à proprement parler qu'il fasse. Donc là, si je veux lui donner une image, je clique simplement la sélection de mon image et je lui donne. Bon, je lui donnais simplement une image de coloriage, ça peut lui donner en fait un format d'interface. Par ailleurs, petit tips, je vous conseille de lui donner des images via Paint. Je m'explique. Lorsque vous souhaitez créer une interface, il n'y a pas forcément des images préconçues sur Internet. Ce que vous pouvez faire, c'est directement en fait créer votre petite interface. Donc là, pour vous montrer, je me suis mis sur excelhydro.com. C'est un mind mapper qui permet de dessiner et de faire des schémas. Donc là, imaginons qu'on ait notre interface, notre écran en fait en soi. Et ben on peut en fait simplement faire une impression écran, faire une capture d'écran de ce que l'on souhaite. Moi, imaginons que je dessine un petit peu. Donc là, je vais mettre en fait la grille du joueur. Là, la grille de l'IA. Alors on va dire ici on va mettre le score et en fait avec cette configuration là vous pouvez en fait paramétrer entre parenthèses votre interface, vos designs, voilà, vous pouvez modifier, agrandir, déformer, etc. Comme ça à noter un petit peu les informations. Par ailleurs, voilà, on peut mettre texte de présentation. Donc là, comme je suis sur Windows, je peux directement en fait, au lieu d'ajouter, vu que j'ai ma capture d'écran, faire directement un CTRL-V, vu que j'ai fait une capture d'écran. Et là, juste en dessous de mon prompt, je vais dire la deuxième image correspond au design. Voilà, et je vais simplement enlever l'image parce qu'en fait elle sert à rien vu que j'ai fait un schéma. Donc là, je vais simplement le faire tourner du coup sur le mode plan et on va regarder ce qui va se passer. Donc petit tips aussi, si votre prompt cache tout, cliquez sur la petite flèche, hop, et voilà, vous avez tout
l'interface bien à vous par ailleurs. Hop, agrandir un petit peu cette interface. Donc là, il a bien compris qu'on a deux grilles, les chips avec exactement les opponents, le score de tracking, le restart bouton et le design rétro. Donc il a vraiment tout compris de ce qu'on souhaitait faire. Par rapport à l'image que je lui ai envoyée, forcément en fait mes carrés ne sont pas vraiment carrés, c'est des round box, c'est-à-dire que c'est des box avec des arrondis. En termes d'infrastructure, vous voyez, il a bien compris en fait ce qu'il y avait sur mon image, grille du joueur and grille de l'IA. Donc ça, il l'aura très bien compris même s'il en parle en anglais. Donc là, la seule chose que j'ai à faire, c'est de cliquer sur mon acte si j'ai bien compris en fait ce qu'il avait dit et que c'est correct. Et on se retrouve juste après. Donc voilà, il a terminé. Alors, je vous ai épargné certains prompts, on va dire pré-prompts que j'ai fait, parce que forcément, comme je vous ai dit, mon prompt de base n'était pas forcément propre, bien clean. Il faut vraiment spécifier toutes les architectures et les choses qui ont été faites. Donc il nous a fait une première interface et tout qui fonctionnait. Le seul souci, c'est qu'il y avait des bugs. Donc je vais vous montrer. Donc là, à partir de ce moment-là, en fait, il avait terminé face. Tout était prêt, sauf que le jeu ne marchait pas. Donc, du coup, j'ai dit, fais en sorte que le jeu fonctionne. Le joueur doit pouvoir placer ses bateaux avant de jouer et de savoir s'il touche dans la grille un de ses bateaux ennemis. Ça, c'était les deux problèmes que j'avais au début. Ensuite, donc, il a fait cette opération. Ensuite, le cliquer pour placer ne fonctionnait pas, donc vérifie que le jeu fonctionne aussi. Je lui ai demandé du coup de faire au fur et à mesure. Une fois que c'était bon, du coup, voilà, il avait fait le paramétrage et le placement parce que le joueur doit placer avant de jouer, bien sûr. Et une fois que c'était fait, je voulais vraiment que les grilles soient côte à côte et que ce soit responsif pour le mobile sur le PC. Voilà, et il y avait une petite erreur aussi du tableau qui bougeait quand on cliquait en fait sur la grille du joueur, donc j'ai corrigé ça tout simplement. Et une fois que c'était bon, bah en fait, il y avait juste à corriger le placement aléatoire des vaisseaux, parce qu'il faut bien que les deux grilles aient des vaisseaux du coup sur chacune des parties. J'ai corrigé du coup l'erreur directement en fait avec le prompt. Voilà, il n'y a pas de vaisseau pour l'IA, place-les aléatoires. Et du coup, je vous montre le résultat. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait une petite partie pour voir si ça fonctionnait. Le score fonctionne bel et bien. Forcément, en fait, j'aurais dû lui dire aussi que c'est un schéma, ce que je lui ai donné, parce qu'en fait, il a repris exactement le design en fait de Excalibur. C'est pas plus mal, un côté un petit peu rétro. Et en fait, j'ai fait une partie avec lui. Donc la grille de l'IA, c'était sa grille, et ma grille à moi, c'était la grille du joueur. Pour refaire une partie, hop, on peut placer comme ça. Donc ça garde bien les scores, sauf si vous rafraîchissez la page. On pourrait faire par ailleurs une table, comme je vous avais dit en début de vidéo, pour que ça garde le score. Mais là, c'est pas forcément nécessaire. Et après, voilà, on peut placer directement ces vaisseaux une fois en début de partie. Donc on place d'abord les vaisseaux, hop. On peut orienter en appuyant sur R, voilà, et là, voilà, tous les univers sont placés. On a cette petite texte en fait, qui se met à jour au fur et à mesure. Et lorsque je vais cliquer en fait sur une case, il va me dire raté, et l'IA, du coup, et c'est autour de l'IA, et du coup, ça fait comme ça. Donc là, hop, sélectionner. Ah, voilà, donc là, j'ai touché un bateau. Là, il m'en a coulé un. Voilà, je vais essayer de lui en couler un. Voilà, donc ça a touché son sous-marin et son porte-avions. Donc le porte-avions était là et le sous-marin était là. Donc voilà, juste en fait en faisant du prompt, vous pouvez commencer à créer vos propres projets. Ça reste assez simple. Et là, pour vous dire, ça m'a coûté à peu près 78 centimes de dollars. Donc c'est vraiment très très bas. Puis après, les monétiser en fait au fur et à mesure, une fois que vous avez de l'expérience en fait sur du prompting du coup en no-code. Donc après, une fois que votre projet est fait, vous allez pouvoir le monétiser. Il y a plusieurs manières de monétiser en fait un petit projet comme ça. Il y a de vendre en fait le source code du jeu, d'en faire un abonnement. Ça s'appelle un SaaS plus communément. Vous avez aussi le moyen de proposer en fait en termes de template. Il y a différentes plateformes qui le proposent. Et si c'est un jeu, directement pouvoir y jouer, soit directement sur l'hébergement que vous avez proposé du coup aux joueurs, soit directement en fait en le téléchargeant en local. Ça dépend en fait de l'infrastructure de votre jeu. Donc là pour le coup, ce jeu-là, je pourrais le proposer en fait en local vu que on peut lancer soi-même en fait une page HTML, mais je peux très bien aussi en faire un site qui rankera par exemple sur bataille navale, je sais pas, et tout. Et après, en termes de monétisation, ça pourrait être, je sais pas moi, des bannières, des pop-up pour le monétiser. Après ça, c'est, on va dire, je ne vous conseille pas de faire ce genre de projet parce que c'est pas forcément nécessaire et que ça se monétisera peu en fait. C'était juste pour vous montrer. Donc maintenant, je vais vous donner des tips pour les monétiser. Vous avez, si c'est plutôt des plugins et des scripts, Code Canyon, enfin Envato Market, qui s'appelle Code Canyon. Là, vous avez en fait des scripts. Donc si, comme je vous ai dit en début de projet, si c'est un plugin, vous pouvez en fait le monétiser. Il y a plein de gens qui font des plugins différents. Libre à vous après de faire un bon design, qui soit vendeur et qui n'ait pas de bug. Ça, c'est aussi l'essentiel. Et sinon, si c'est plutôt un jeu ou un outil IA, je vous conseillerais de le mettre sur itch.io. Donc il y a principalement des jeux, mais vous pourrez trouver des assets ainsi que des bundles. Donc il y a vraiment tout
de toutes sortes et ça va entre $ jusqu'à 20$, c'est à peu près la moyenne de ce qu'on peut proposer. Et à titre d'exemple, pour vous montrer que ça marche, je vais vous montrer un screen du coup que j'ai fait sur itch.io. J'ai vendu un jeu directement dessus et au bout de, il me semble, à peu près 3 semaines, je faisais déjà $300 puisque mon objectif c'était de ranker sur un mot-clé sur itch.io, un peu à la manière du SEO que je fais d'habitude et sur quelque chose que en fait les gens recherchaient. Il faut vraiment se baser sur ce que les gens recherchent pour faire un projet qui est viable et surtout, comme vous êtes sur du no-code, préférez quelque chose d'un peu plus simple mais qui est fonctionnel quand même. J'espère que cette vidéo vous a plu, ça a été pas mal de travail pour cette vidéo, donc le meilleur moyen de me soutenir c'est de vous abonner et de mettre un j'aime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, vous pouvez aussi partager votre projet sur mon Discord, lien en description. Et pour tous ceux qui souhaitent aller plus loin, un module arrive après cette vidéo dans mon school pour vous donner les meilleures astuces qui m'ont permis de débloquer les bugs et pouvoir mener à bien votre projet sans coder. C'était Feu dans vos oreilles, on se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao.